Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau cycle de webinaires axé autour de la smart métrologie et qui sera animé donc par Jean-Michel Pou qui est avec moi aujourd'hui et qu'on remercie pour cette intervention. Bonjour à Donc, tous. je vous propose qu'on commence dès maintenant. Alors, je vais prendre la parole pendant quelques instants, mais ce sera rapide, rassurez-vous, pour vous présenter ou vous représenter pour ceux qui nous suivent déjà depuis longtemps, Deltamu. Puis je laisserai la parole à Jean-Michel et je reviendrai à la fin pour animer effectivement les questions-réponses, hein. N'hésitez pas à utiliser le chat et les questions sur l'outil GoToWebinar qui s'affiche pour interagir avec nous. C'est un webinaire interactif, hein, c'est les avantages du live. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Donc, soit on prendra un petit temps à la fin de l'intervention de Jean-Michel pour avoir ce temps de questions-réponses, soit s'il y a vraiment des choses qui vous semblent pas claires pendant l'explication, mais je ne doute pas que Jean-Michel saura être très clair. C'est gentil. N'hésitez quand même pas à nous solliciter pour que je puisse en direct demander des éclaircissements à Jean-Michel. Je reprendrai donc la parole à la fin également pour vous redonner un petit peu les dates et le planning, puisque c'est le premier webinaire d'un cycle, hein, autour de la smart métrologie pour vous expliquer vraiment les grands concepts. Donc, il y en a 4, on va en faire un par mois. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire au suivant. Je repartagerai les dates et puis de toute façon, on recommuniquera et on enverra les liens pour les inscriptions si cela vous intéresse. Alors bon, juste en quelques mots, hein, Deltamu, donc ça fait plus de 20 ans qu'on existe aujourd'hui. On a été fondé par Jean-Michel ici présent, passionné de métrologie, vous vous en rendrez compte tout à l'heure pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc Deltamu, on est vraiment spécialisé en métrologie. Notre vocation, c'est vraiment de transformer la métrologie industrielle en véritable facteur de compétitivité, en facteur clé de succès. Donc pour ça, en fait, on a 3 pôles chez Deltamu. J'y reviendrai un petit peu plus tout à l'heure. Un pôle vraiment logiciel de métrologie, Optimu, qui est maintenant assez connu en France et de plus en plus à l'étranger. Des formations vraiment métiers autour de la métrologie et des prestations de conseil et d'accompagnement. En quelques mots, donc sur nos plus de 20 ans d'existence, donc on a fait quand même un beau parcours. On compte maintenant plus de 500 clients dans le monde. On est présent dans plus de 15 pays. On a aussi une filiale à Milan, en Italie, qui se développe bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est 22 personnes, une vingtaine de personnes au siège ici à Cournon d'Auvergne, à côté de Clermont, et 2 personnes en Italie. Donc, tout au long du parcours de Deltamu, au-delà du développement de nos prestations et de notre logiciel de métrologie Optimu, on s'est beaucoup impliqué aussi dans l'évolution du monde de la métrologie, hein. Donc notamment au sein des institutions, donc dans des comités de normalisation, hein, au sein de l'AFNOR et de l'ISO notamment. Donc Jean-Michel notamment a été très actif dans la proposition de méthodes, hein, d'optimisation des périodicités d'étalonnage notamment, dans des méthodes de surveillance, de maîtrise des incertitudes de mesure. De toute façon, il aura l'occasion de vous présenter tout ça à l'occasion de ce cycle de webinaires. On est aussi impliqué aujourd'hui dans la révision de l'ISO 10012, dans des groupes de travail internationaux et aussi beaucoup, donc Jean-Michel pourra aussi en toucher 2 mots si ça vous intéresse, beaucoup dans le monde de la formation, bien sûr, puisque les jeunes, c'est aussi l'avenir de la métrologie pour donner une nouvelle dimension et pouvoir enfin transformer la maîtrise des mesures en ce fameux facteur de compétitivité dont je vous parlais tout à l'heure. Donc en quelques mots, effectivement, chez Deltamu, ce qu'on propose, c'est le logiciel de métrologie Optimu, qui permet aux métrologues vraiment de gagner du temps, de maîtriser des risques et les coûts,
Donc, il est composé de différents modules, hein, un module vraiment qui permet de faciliter le suivi et la gestion des instruments de mesure au quotidien, jusqu'à des modules facultatifs en fonction de l'utilisation pour faire des étalonnages, des calculs d'incertitude et bien sûr de l'optimisation de périodicité d'étalonnage. En termes de formation métrologie, on propose des stages assez courts, hein, pour les industriels sur différentes thématiques, vraiment la métrologie générale, hein, comment organiser son service métrologie dans le respect des référentiels normatifs, comment mettre en application les méthodes type opérette ou maîtrise de la dérive, comment calculer les incertitudes. Donc en général, on est sur des sessions de 1 à 3 jours qu'on va proposer donc soit en inter-entreprise chez nous, dans nos locaux. Donc on a des prochains stages qui sont disponibles notamment au mois de mars. Je vous en reparlerai tout à l'heure. On serait ravis de vous accueillir dans nos nouveaux locaux à Cournon, qui sont très sympathiques. Donc venez nombreux nous rendre visite, on serait très content de vous voir. On propose aussi bien sûr en intra, hein, beaucoup où nos formateurs viennent dans les locaux des apprenants, directement dans les industries pour faire des formations sur la base de nos programmes et qui vont être très adaptés aux problématiques concrètes que vous rencontrez au quotidien. Et là, de plus en plus, on est en train de développer aussi tous ces programmes sur notre plateforme de Digital Academy. Donc, si ça intéresse certains d'entre vous pour la tester ou en savoir plus, je suis à votre disposition aussi pour en discuter. Et enfin, le dernier pôle, c'est vraiment tout ce qui va être prestations, conseils et services. Donc, on a plusieurs types de prestations pour aider les industriels et les laboratoires, hein, de métrologie ou d'essai à garantir la fiabilité des mesures au quotidien. Donc, on fait notamment de l'accompagnement pour de la préparation d'audits, certification ou audit client, hein, des diagnostics. On fait de l'accompagnement à la mise en place aussi des méthodes d'optimisation des périodicités d'étalonnage, calcul d'incertitude, comparaison interlaboratoire. Et également, pour ceux qui souhaitent externaliser vraiment leur fonction métrologie, on peut prendre aussi en charge la gestion du parc, la sous-traitance des étalonnages, vérification. Donc voilà quelques exemples de références des secteurs avec lesquels on travaille. Donc vraiment beaucoup avec l'industrie manufacturière, mais pas seulement. On travaille beaucoup dans le secteur de la santé, de l'environnement, du BTP, et puis bien sûr avec des laboratoires. Donc tout ça, toutes les références, les retours d'expérience, vous pourrez les retrouver sur notre site web et sur notre chaîne YouTube. Donc je vous invite vraiment à y aller. Vous pourrez voir notamment des témoignages ou les replays de tous les webinars qu'on a pu faire, ainsi que quelques petites présentations rapides de certaines fonctionnalités du logiciel qui pourraient vous intéresser. Voilà, Jean-Michel, je vais te passer la main pour qu'on puisse directement rentrer dans le vif du sujet. Merci à tous et à tout à l'heure. Oui, merci pour cette présentation, Marie. Donc, je vais effectivement prendre la main. Donc, est-ce que tu peux me confirmer que mon PowerPoint est bien à l'écran? C'est bon, on le voit bien. Très bien. Bon, bonjour à tous, merci d'être connectés. On est assez content de voir le succès. Alors, ça y est, j'ai perdu mon PowerPoint. Alors, voilà. Le nombre d'inscrits était assez intéressant, mais peut-être est-ce grâce au titre qui est un peu ambitieux, voire un peu provocateur, pourquoi nous nous sommes tous trompés en faisant de la métrologie telle qu'on la pratique aujourd'hui et telle que chez Deltamu, il faut bien reconnaître, on la vend aussi avec notre logiciel et aussi à travers nos formations parce qu'il faut s'entendre avec le passé. On a fait des choses et on va continuer à les faire. En revanche, il faut comprendre quelles sont les limites de ces choses-là et le pourquoi on en est arrivé là. C'est cette expérience-là, c'est ce chemin que je vais vous faire parcourir dans cette première séquence. Ensuite, Marie l'a dit, on aura 3 autres webinaires qui sont plus techniques, qui rentreront plus dans le cœur des questions techniques. Mais avant ces questions techniques, il est important de camper un peu la scène de notre histoire. Moi, j'ai cette chance, d'être passionné pour ceux qui me connaissent, il n'y a pas de doute, mais de deux, d'avoir vécu un petit peu le démarrage de toute cette histoire de la métrologie industrielle, dont il faut bien rappeler que si nous sommes tous là aujourd'hui pour discuter de ce thème,
c'est essentiellement parce qu'on a une norme, l'ISO 9000, qui a été écrite au milieu des années 80, à la fin enfin, après le deuxième choc pétrolier, et qui a écrit des choses, qui a écrit des exigences quant à l'organisation des entreprises. Et au milieu de ces exigences, pour des raisons évidentes de qualité, on a parlé de métrologie. Il faut reconnaître qu'avant ces années 80, avant l'ISO 9000, la métrologie industrielle, pour le peu que j'en connaisse, je n'ai pas participé à cette aventure-là d'avant l'ISO 9000, mais c'était surtout une métrologie orientée contrôle de pièces, contrôle final, contrôle réception. Voilà. C'est l'ISO 9000 qui a amené avec elle globalement les pratiques d'aujourd'hui, à savoir le COFRAC, beaucoup des normes qui environnent le métier de la métrologie. On ne va évidemment pas toutes les citer, mais on sera peut-être amené au cours de ces webinaires d'évoquer certaines normes, à la fois des normes françaises qui disent un certain nombre de choses, mais surtout peut-être des normes internationales qui fixent les grandes lignes d'aujourd'hui. Évidemment, vous connaissez le GUM, par exemple, mais aussi les grandes lignes de demain, avec des évolutions permanentes en termes de compréhension de ce qu'est une mesure et d'utilisation de différentes propriétés pour mieux les mettre en œuvre, pour mieux les exploiter, pour mieux agir, pour mieux décider. La première chose que j'aimerais rappeler pour expliquer d'où on vient, c'est la première exigence. C'est la première exigence qui était écrite en matière de métrologie dans les premières versions de la norme ISO 9000. Je crois que cette exigence qui était très explicite, à ce jour, je ne remplacerai pas un mot de cette phrase. Elle était dans la première version de la norme, elle était dans la seconde version de la norme. Elle a ensuite été un petit peu modifiée. Là, je vous renvoie à la norme actuelle pour retrouver comment cette exigence qui était simple a été réécrite. D'habitude, je n'aime pas lire mes PowerPoint, mais là, je suis obligé de le lire pour bien enfoncer le clou de cette jolie phrase. Les équipements de contrôle de mesure et d'essai doivent être utilisés de façon à assurer que l'incertitude de mesure est connue et compatible avec l'aptitude requise en matière de mesurage. Pour les plus jeunes d'entre vous, cette phrase ou cette exigence n'était peut-être pas connue. C'est pour ça qu'il est important de la rappeler aujourd'hui. C'était ça que demandait la norme dans sa première version ou dans ses premières versions pour amener les industriels à mettre en œuvre des stratégies et des solutions qui permettaient effectivement de garantir que les moyens de mesure, en tout cas les mesures, étaient compatibles avec l'aptitude requise en matière de mesurage. Je peux comprendre aisément, à cette époque-là, par exemple, on est en 1985 quand la première norme est écrite, le GUM n'existe pas encore, le GUM il est sorti en 95. Donc le mot même d'incertitude de mesure est compliqué. Alors ensuite, aptitude requise en matière de mesurage et compatibilité avec cette aptitude requise, enfin c'était quand même des concepts difficiles et on verra tout à l'heure que la norme a précisé des choses et c'est peut-être là où elle s'est trompée, c'est avoir amené trop de précision et trop orienté les précisions pour essayer d'expliquer cette phrase. En fait, derrière cette phrase, il se cache quoi? Il se cache un truc que tout le monde connaît dans cette assemblée, c'est qu'une mesure, c'est le fruit, c'est le résultat d'un processus de mesure au centre duquel, et c'est important sur le synoptique que je vous présente à l'écran, nous avons le mesurand. Si on fait des mesures dans le monde industriel, ce n'est pas pour utiliser et se faire plaisir à utiliser des instruments de mesure, c'est parce qu'on a besoin de connaître des caractéristiques sur les mesurands qui sont au cœur de nos préoccupations. J'insiste là-dessus, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Ce mesurand, et on le montre dans ce synoptique, il n'est pas parfait. Hein. Je prends l'exemple d'un cercle qui, sur un logiciel de CAO, est toujours un modèle mathématique parfait. La réalité, c'est quand on essaye de fabriquer des cercles, on ne fabrique pas des cercles, mais des patates. Et cette patate, elle va déjà amener de l'incertitude dans mon résultat de mesure. Cette patate, on va la comparer à un étalon à l'aide d'un moyen de mesure. Ce n'est pas vous que je vais parler de traçabilité. On rentrera néanmoins dans le mot étalonnage tout à l'heure. Ce moyen de mesure, là, vous voyez, il est un peu tordu parce que un moyen de mesure, c'est un objet fabriqué par des industriels et qui ne sont pas tous rigoureusement identiques les uns aux autres. S'ils ne sont pas identiques les uns aux autres, c'est qu'ils ont des erreurs. C'est ce qu'on essaye de déterminer quand on fait l'étalonnage. Le moyen de mesure, ce comparateur aux unités de mesure, n'est pas parfait. Donc, cette comparaison ne pourra pas être parfaite. On va avoir aussi, mais on ne va pas parler d'incertitude de mesure tout le webinaire, mais je rappelle que suivant le mode opérateur qu'on va utiliser, on peut obtenir des résultats différents. Et puis évidemment, les opérateurs et le milieu vont contribuer aussi
à amener du flou, amener du doute, amener de la dispersion dans le résultat de mesure. Autrement dit, et là j'aimerais vous rappeler à tous l'équation fondamentale de la métrologie, c'est sûrement la plus dure à admettre pour le commun des mortels. J'ai beaucoup expliqué les raisons de cela, pourquoi il était difficile pour nous de concevoir qu'une mesure n'est pas la valeur vraie, mais qu'une mesure, c'est la valeur vraie plus une erreur de mesure qui s'est produite au moment où on a voulu connaître la valeur de l'entité d'intérêt, de l'entité qui nous intéresse. Pourquoi c'est difficile, et en deux mots, pourquoi c'est difficile de concevoir qu'une mesure n'est pas exacte, pourquoi c'est difficile de concevoir que derrière chaque mesure se cache une erreur de mesure, simplement parce que depuis qu'on est né, on est né dans un monde où un résultat de mesure a toujours été présenté comme étant égal à un chiffre. Dans la tête de tout le monde, sauf des métrologues industriels que nous sommes, quand vous demandez à quelqu'un c'est quoi le résultat d'une mesure, il vous dit systématiquement c'est 12,15 ou 47,28. Il ne va pas avoir le réflexe d'imaginer que c'est 47,28 à plus ou moins quelque chose, ce plus ou moins quelque chose étant dû, là encore, je reprends mon synoptique, aux imperfections de tout le processus de mesure. Donc là, j'ai matérialisé des lois de probabilité autour des différents facteurs pour finalement poser les bases de notre guide pour l'expression des incertitudes de mesure. Alors, le GUM, je le redis, il date de 95. Le GUM, c'est quoi? Pour faire simple, c'est un précis de statistiques à usage des métrologues. Il utilise des propriétés statistiques qui proviennent en fait des études qui ont été faites par les mathématiciens, les statisticiens, qui expliquent comment ce mélange des facteurs aléatoires, puisque chacun des facteurs qui contribuent à une mesure a un caractère dispersif, il a aussi des biais. Le GUM les met un peu sous silence malgré tout, mais on n'est pas là pour décrire le GUM, on en parlera plutôt au prochain webinaire, au webinaire d'après, pardon, au troisième. Donc, ce mélange, en fait, les statisticiens l'ont utilisé, l'ont étudié, pardon, quand on mélange des facteurs qui dispersent, et là, on fait souvent l'hypothèse que certaines conditions très spécifiques sont respectées pour que ce mélange soit gaussien, que cette loi normale, on sait que les statisticiens démontrent que l'espérance mathématique, son biais, sa moyenne, est égale à la somme des biais. Et ce que vous connaissez tous, alors dans le GUM, on en parle moins parce qu'on dit que tous les biais sont corrigés, donc on fait surtout l'hypothèse que le biais est égal à 0, et on s'intéresse surtout à l'incertitude type. Et la propriété de l'incertitude type, quand les causes sont indépendantes, c'est que la variance globale du processus de mesure est égale à la somme des variances. Donc l'écart type de cette loi normale, qui est le fruit du mélange de tous les facteurs d'incertitude, cet écart type, c'est la racine carrée de la somme au carré de tous les écarts types qu'il compose. Vous retrouvez ici le principe global du GUM. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'autres choses derrière, la loi de propagation et autres, ce n'est pas l'objet de ce webinaire, mais je vais attirer votre attention là pour dire que l'ISO 9000 avait raison. Quand on fait une mesure, il existe une incertitude de mesure, donc il faut que l'incertitude de mesure soit connue. Quelle est la confiance en fait que je peux accorder à mon résultat de mesure? Le 46,26 dont je parlais tout à l'heure, est-ce qu'il est à plus ou moins 10 moins 3 ou est-ce qu'il est à plus ou moins 0,1? Ça ne va pas être les mêmes conséquences. Et les conséquences dans le monde industriel, c'est quoi? C'est, là je rappelle la définition de l'erreur de mesure, on ne va pas rentrer dans le détail tout de suite, mais vous l'avez compris, c'est cette différence entre ce que je cherche, la valeur vraie, et ce que j'obtiens, la valeur mesurée. Et le fait qu'il y ait une différence, pour nous industriels, ça va avoir des conséquences quand cette mesure va être utilisée, notamment pour déclarer une conformité par rapport à une spécification. Quand j'ai une spécification, je la reprends en bas pour matérialiser les choses, si mon incertitude de mesure, si l'ensemble des valeurs vraies possibles de ma grandeur d'intérêt est comprise dans les limites de la spécification, alors le risque de me tromper, le risque d'avoir une entité non conforme va être faible. Et si jamais mon incertitude de mesure et ma loi de probabilité des valeurs vraies possibles se décale et commence à dépasser une des bornes de la spécification, ça va faire naître un risque dans la décision qu'on va prendre. Si les incertitudes de mesure n'existaient pas, s'il suffisait d'étalonner des instruments de mesure pour qu'il n'y ait pas d'incertitude de mesure, alors industriellement, il n'y aurait pas de risque. On mesurerait une entité, on comparerait cette valeur mesurée qui serait la valeur vraie à la spécification, et il s'agirait de statuer sur est-ce qu'on est dans la spécification et donc on est conforme, ou est-ce qu'on est en dehors de la spécification et donc on est non conforme. L'incertitude de mesure, en fait, elle fait planer un doute sur la valeur vraie, sachant la valeur mesurée. Le doute est matérialisé par cette gaussienne.
je me suis bien gardé d'écrire la valeur mesurée au milieu de cette gaussienne, car ce n'est pas le cas et on verra ça dans le troisième webinaire. Mais au moins, on a ici la dispersion des valeurs vraies possibles suite à une mesure et on comprend bien que là, on va voir, on a une probabilité donnée que les valeurs vraies soient conformes, une probabilité donnée que les valeurs vraies soient non conformes et le fait de ne pas pouvoir mesurer juste fait naître ces risques de se tromper dans la décision qu'on va prendre. Donc la norme avait parfaitement raison de dire les incertitudes de mesure sont connues et compatibles avec l'aptitude requise en matière de mesurage. Le et l'aptitude requise enfin, en matière de mesurage, ça veut dire globalement que ces risques-là soient connus, acceptés, maîtrisés, quantifiés, de manière à ce qu'on puisse sereinement prendre une décision, même si cette décision sera toujours entachée d'un doute. Pour comprendre d'où on vient, pour comprendre, me semble-t-il, ce qui s'est passé dans l'interprétation de cette exigence et dans les pratiques dont nous avons hérité. Hein. Les plus jeunes d'entre vous autour de cette table, en fait, hérité des pratiques qui sont nées au début de la certification qualité. Le début de la certification qualité, c'était la fin des années 80, le début des années 90. Le gros boom de l'ISO 9001 en France, c'est les années 92, 93, 94. C'est là où beaucoup d'industriels ont commencé à se faire certifier. Donc, il y a eu beaucoup de demandes autour de cette problématique de la métrologie. Donc, il y a beaucoup de laboratoires dont ils sont encore nombreux à offrir leurs prestations aujourd'hui sur le marché. Beaucoup de laboratoires que vous connaissez aujourd'hui sont nés à cette époque liés à cette exigence de la norme ISO 9000. Et donc, pour comprendre comment on a interprété cette exigence, on va faire un tout petit voyage dans le temps. Et ce voyage dans le temps, il nous amène à la veille de la Révolution française, où les Français voulaient un roi, une loi, un poids et une mesure. J'ai trouvé une illustration ce matin de ce qu'était l'utilisation des mesures à l'époque. Et là, vous voyez qu'à l'époque, on utilisait les mesures dans le cadre des échanges commerciaux. On n'était pas encore dans la métrologie scientifique telle qu'on la connaît aujourd'hui, bien que on faisait beaucoup de sciences à l'époque et que toutes les sciences ont toujours nécessité de mesurer. Mais la problématique des citoyens français de l'époque et problématique évoquée dans les cahiers de doléances, c'était surtout avoir un poids et une mesure pour avoir une tranquillité d'esprit au moment où on faisait des transactions commerciales. Imaginez le monde tel qu'il était avant, où à chaque fois qu'un commerçant vous vendait une quantité donnée de sel, de farine, de grains ou de tissu, vous aviez un doute sur la quantité échangée. Ça devait être assez impressionnant et assez triste à vivre, ce doute de cette frustration d'avoir l'impression de se faire voler. Et c'est sûrement pas pour rien que nos grands-parents voulaient être tranquilles de ce point de vue-là et voulaient un poids et une mesure. Évidemment, aujourd'hui, c'est sorti de notre scope parce que la métrologie légale, celle qui est née finalement avec cette exigence, elle a fait tellement bien son travail que dans notre vie de tous les jours, on ne se pose plus ces questions-là. Mais à l'époque de la Révolution française, quand on a mis en place le système international d'unité duquel a découlé la métrologie légale, il est écrit, hein, donc ça a été mis en place par l'Assemblée constituante, que ce système d'unité serait l'un des plus beaux monuments de la Révolution française et assurer la régénération du peuple de France. Imaginez quand même quelles étaient les préoccupations quotidiennes des gens pour que quand on met en place une révolution telle que la Révolution française, on estime que de créer des unités de mesure, ce soit un des éléments fondamentaux, un des piliers fondamentaux de cette révolution. Il faut se replonger un peu, enfin, il faut lire ce texte pour imaginer ce qu'était la vie de nos concitoyens de l'époque, donc de nos grands-parents, autour de cette problématique des mesures. Donc la métrologie légale, en fait, qui est un petit peu plus tard dans l'histoire, son objectif qu'elle remplit encore aujourd'hui avec excellence, puisqu'on ne doute plus des mesures, son objectif, c'était de garantir la loyauté des échanges commerciaux. Et donc, on a mis en place, elle a mis en place des choses autour de cette garantie qu'elle doit offrir aux consommateurs et aux commerçants sur le fait qu'il n'y a pas de triche au cours de l'échange commercial, que la quantité vendue est bien à peu près, puisqu'il y aura toujours des erreurs de mesure, à peu près la quantité délivrée. Cette métrologie légale, en fait, elle repose sur 3 grands piliers et c'est important de le comprendre parce que nous, métrologie industrielle, on verra tout à l'heure et vous le savez que ce n'est pas la loyauté qu'on doit garantir, mais la fonctionnalité, donc la conformité. Et donc, il est important de comprendre les piliers de la métrologie légale et ses objectifs pour comprendre pourquoi nous, on agit comme on agit aujourd'hui. Dans les piliers de la métrologie légale, je crois que le point numéro 1 qui nous différencie beaucoup de la métrologie industrielle, c'est ce que
la métrologie légale appelle l'approbation de modèle. En fait, quand un fabricant d'instruments de mesure veut vendre un instrument de mesure à usage commercial, alors il est obligé d'obtenir une habilitation, une autorisation pour que cet instrument soit utilisé pour les échanges commerciaux. Cette approbation de modèle, en fait, elle permet de vérifier la technologie de l'instrument, sa pérennité, sa robustesse, le fait qu'on ne puisse pas facilement aller trafiquer les réglages pour gruger les clients. Dans cette approbation de modèle, il y a évidemment cette question de la linéarité, c'est-à-dire est-ce que l'instrument de mesure il est capable de mesurer sur toute son étendue de mesure utile de façon satisfaisante. Par exemple, on sait qu'il existe des technologies évidemment, des capteurs qui ne sont pas linéaires par rapport aux phénomènes physiques qu'ils veulent mesurer. Néanmoins, la technologie qu'on va mettre derrière le capteur va permettre de redresser ce signal-là et de faire en sorte, évidemment, que Y, j'appelle maintenant systématiquement Y la valeur mesurée, soit égale à X ou le plus proche possible de X et sur toute l'étendue, X étant la valeur vraie. Donc ça, c'est un élément fondamental de la métrologie légale, c'est de garantir la technologie des instruments de mesure telle que sur l'ensemble de l'étendue de mesure, on peut s'attendre à ce que Y soit assez proche de X. En gros, qu'on ait un modèle de réponse linéaire dans le cadre notamment des échanges commerciaux. Vous allez voir tout à l'heure, enfin, on en parlait tout de suite, c'est important cette approbation de modèle et cette linéarité sur l'étendue de mesure, parce que dans le cadre et de la vérification primitive et de la vérification périodique, vous comprenez bien qu'on ne va pas regarder tous les points de mesure possibles de l'instrument de mesure. C'est absolument impossible. Mais comme on sait que l'instrument est linéaire, on va pouvoir faire un échantillonnage des points, donc prendre quelques points sur l'étendue, pour s'assurer que la réponse de l'instrument, et même plus précisément du processus de mesure, la réponse est bien conforme aux attentes, que Y est bien à peu près égal à X. Alors pourquoi je ne dis pas Y égale X, mais Y égale à peu près X? Simplement parce qu'en métrologie légale comme en métrologie industrielle, on a évidemment des erreurs de mesure qui se propagent dans les mesures, et en métrologie légale, on veut que ces erreurs de mesure soient suffisamment petites pour qu'il n'y ait pas arnaque, et surtout qu'elle n'ait pas de préférence entre le commerçant qui vend et le client qui achète. Voilà. Donc l'erreur de mesure n'a pas de préférence, la technologie de l'instrument de mesure est linéaire, et donc du coup, un jour je gagne, un jour je perds, mais de toute façon, je ne vais pas mettre ma vie en jeu parce que j'ai 10 grammes de plus dans mon roast beef ou 10 grammes de moins. C'est important de le comprendre. Cette vérification primitive, c'est-à-dire à l'état neuf de l'instrument de mesure, je pense qu'aujourd'hui, elle se fait par échantillonnage. Pendant longtemps, c'était un contrôle à 100% de tous les instruments qui étaient vendus pour les échanges commerciaux. Alors, elle est faite comment? Elle repose sur un décret qui fixe les modalités de cette vérification primitive. Et là, la loyauté, l'égalité, la confiance entre les citoyens, entre les consommateurs et les commerçants repose sur le fait que les instruments de mesure, ils vont tous être étalonnés, enfin vérifiés de la même façon sur les mêmes points, et on va déterminer une fameuse, et vous connaissez tous le terme, erreur maxi tolérée pour l'instrument de mesure en métrologie légale, que ce soit pendant la vérification primitive, et j'y viendrai après, pendant la vérification périodique. Il faut bien comprendre ce que veut dire erreur maximale tolérée. Dans le décret, on dit quoi? On dit tel instrument de mesure va être étalonné sur tel point, c'est-à-dire on va avoir des étalons qui vont permettre de faire des mesures sur tel et tel point de cet instrument dont on connaît la courbe de réponse globale grâce à l'approbation de modèle. On va fixer la classe des étalons, c'est-à-dire quelle est la qualité métrologique des étalons qui vont permettre de faire cette vérification primitive. Autant dire que cette qualité fait en sorte que les erreurs liées aux étalons sont négligeables devant les erreurs qu'on recherche sur l'instrument de mesure. Et le décret dit, sur ces 5 points, sur ces 7 points, sur ces 3 points, l'erreur maximale que j'observe et que je peux tolérer est égale à tant, cette limite étant fixée par le décret sachant évidemment de quel instrument on parle, de à quoi il sert, et donc peut fixer une limite autour de ce concept de loyauté qui fait qu'on va dire sur un steak ou sur un plein d'essence, si on se trompe de 0,5% ou de 1%, je ne connais pas les limites de la métrologie légale, peu importe, il n'y a pas mort d'homme, puisque de toute façon, ce n'est pas à cause de ça que la voiture va tomber en panne. On a un petit voyant qui s'allume quand on commence à arriver sur la réserve. C'est vraiment
fondamental de comprendre que cette erreur maxi dont parle la métrologie légale, ce n'est pas l'erreur maxi de l'instrument de mesure sur la totalité de son étendue de mesure. C'est l'erreur maxi qu'on va observer sur l'échantillonnage qu'on va réaliser, échantillonnage qui est fixé par le décret avec des conditions d'étalonnage qui sont fixées par le décret. Donc, ce concept d'erreur maxi tolérée qu'on voit maintenant en métrologie légale sur les instruments de mesure industriels, il est plus que stupéfiant puisque quand, et on le verra tout à l'heure, j'utilise un instrument industriel, je ne l'utilise pas sur les 5 points qui ont été décidés par l'étalonneur au moment de l'étalonnage. Je l'utiliserai sur n'importe lequel des points de son étendue de mesure, en tout cas dans la quasi-totalité des cas, il y a évidemment des exceptions. Et donc, l'erreur maxi sur ces 5 pauvres points qu'on a étalonnés n'a absolument aucun intérêt puisque en métrologie industrielle, on n'a pas d'approbation de modèle, donc on n'est pas sûr du tout que l'instrument ait un comportement linéaire. Ça, on peut l'espérer, mais on n'en est pas sûr. Et les 5 points qu'on a observés, ce ne sont pas la totalité des points possibles avec lesquels on pourra être amené à faire des mesures dans le quotidien industriel. Donc, en métrologie légale, c'est facile. Je parle bien de l'erreur maxi constatée sur les 5 points. Dans cette erreur maxi, il y a évidemment les erreurs liées aux étalons, mais j'en ai fixé les limites. Il y a évidemment les erreurs liées à la manip au moment de l'étalonnage et il y a évidemment les erreurs liées à l'instrument lui-même. Donc, c'est cette erreur qui n'est donc pas l'erreur de l'instrument, mais qui est bien l'erreur que je mesure au moment de son étalonnage dans des conditions données. Cette erreur-là doit être inférieure à une erreur maximale tolérée. Vous voyez qu'on va être très très loin du besoin industriel qui, lui, a besoin de connaître les caractéristiques métrologiques de l'instrument de mesure sur toute son étendue, quel que soit le point de mesure, et non pas simplement dans les conditions de vérification sur les points qu'on va vérifier. Cette exigence des EMT dans la métrologie légale, elle existe évidemment sur la vérification primitive et elle existe aussi sur la vérification périodique. Le législateur sait très bien, et vous le savez aussi, et tout le monde le sait, que quand on utilise un instrument de mesure, on peut le dégrader, il peut évoluer, des composants peuvent mal vieillir, enfin, il y a tout un tas de phénomènes, il peut tomber, il y a tout un tas de phénomènes qui peuvent se produire dans la vie d'un instrument de mesure, et ces phénomènes vont dégrader ou peuvent dégrader ces caractéristiques métrologiques. Et comme ces caractéristiques métrologiques peuvent se dégrader, on a organisé, l'État a organisé une obligation de vérification périodique pour s'assurer de temps à autre que l'instrument est toujours dans les clous. Autrement dit, que quand je réalise la vérification, l'erreur que j'obtiens en utilisant les étalons que je dois utiliser suivant le protocole que je dois utiliser et sur les seuls points que je mesure et que je vérifie, que cette erreur maxi est toujours dans les limites fixées par le décret pour continuer à être utilisée. Vous comprenez bien que là, la traduction de toutes ces exigences, on la voit sur tous les instruments du quotidien dans les commerces, que ce soit les pompes à essence, les balances de bouchée ou tout autre instrument qui sert à la métrologie légale. Notez qu'une petite étiquette comme ça, vous n'en avez pas sur votre compteur d'eau, ni sur votre compteur de gaz, ni sur votre compteur d'électricité, parce que là, j'imagine que l'État s'est dit, ça coûterait bien trop cher de faire des vérifications périodiques de ces instruments-là qui sont à l'origine de transactions commerciales. Quand vous recevez votre facture d'eau, elle est bien établie sur la base de la mesure faite par votre compteur d'eau sur votre consommation. Et l'État a dû se dire, me semble-t-il, et ça me paraît être du bon sens d'ailleurs, que si jamais il y avait une valeur aberrante, donc s'il y avait une dérive du compteur d'eau qui conduisait jusqu'à des valeurs hors de propos, enfin un vrai problème sur la quantité facturée, dans ce cas-là, il serait temps de détecter cette surconsommation apparente pour faire une analyse du compteur d'eau et pour savoir si effectivement vous avez trop consommé, ce qui est possible, ou alors si c'est le compteur qui se met à raconter n'importe quoi, auquel cas on changera. Vous notez bien donc que dans certains cas, en métrologie légale, on n'a pas de vérification périodique, on se repose sur les mesures qu'on fait au quotidien ou annuellement, évidemment pour les consommations, pour voir, essayer de détecter une anomalie qui nous conduit à une expertise qui nous conduit à éventuellement vous rembourser votre facture d'eau, il n'y a pas mort d'homme, et de vous changer votre compteur d'eau pour que vous ne soyez plus embêté à cause de ce problème-là. Il est important de comprendre, je dirais même plus qu'il est fondamental de comprendre que cette étiquette verte qu'on a sur les instruments de mesure
n'a aucun caractère prédictif quant à la qualité métrologique de l'instrument de mesure. Cette étiquette verte, c'est une étiquette de validité juridique. L'État oblige le commerçant à faire une vérification périodique de l'instrument de mesure au maximum à une date donnée fixée par décret. C'est donc une étiquette de validité juridique. Autrement dit, si l'instrument, suite à la vérification, s'avère non conforme, le commerçant ne risque rien, absolument rien. On ne va pas rappeler tous ses clients, on ne va rien faire de spécifique à part remettre l'instrument en état, refaire une vérification. Si l'appareil est de nouveau en état, il repartira pour sa période de validité qui est fixée par l'État. Et je le redis, c'est une validité juridique. Si le commerçant dépasse la date de validité juridique, et même si l'instrument est quand même conforme, il s'expose, c'est un délit, et il s'expose à une amende. Donc l'État ne dit pas, moi je vais prédire la date de non-fonctionnement de mon instrument de mesure. L'État dit aux commerçants, quel que soit l'état de votre instrument de mesure, vous devez l'avoir vérifié avant telle date. C'est exactement comme le contrôle technique automobile. Si vous l'avez fait avant telle date, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que si l'instrument est non conforme, ce n'est pas grave. En revanche, si vous avez dépassé la date et que même si l'instrument est conforme, je le redis, vous êtes passible d'une amende. Il faut comprendre que cette étiquette n'a aucun caractère prédictif. Elle ne dit rien quant à la conformité aux EMT de l'instrument de mesure. Elle dit juste que vous êtes obligé de le faire à cette date, sans quoi vous prenez un PV, quelle que soit la conclusion de la vérification. Vous voyez bien qu'ici, dans la métrologie légale, qui, je le redis, réussit parfaitement son travail à tel point que tous les consommateurs se posent plus de questions. Moi, je le vois dans toutes les formations, quand je parle avec des amis, personne n'a jamais regardé l'étiquette verte sur la balance à la caissière du supermarché, enfin, à la caisse du supermarché quand c'est elle qui pèse les patates. Personne ne regarde ça. C'est passé dans les mœurs qu'on pouvait faire confiance aux mesures. C'est passé dans les mœurs grâce à cette action de la métrologie légale. Et donc, ces piliers-là, les piliers de la confiance, fonctionnent parfaitement. Et il est hors de question, évidemment, de remettre en cause ce fonctionnement qui satisfait tout le monde et qui, économiquement, coûte pas très cher. Accordez-moi que vérifier une balance chez un imprimeur tous les 2 ans, c'est pas ça qui va changer le prix de revient du kilo de patates qu'il va vendre tous les jours. C'est complètement marginal parce que des balances, il n'en a pas 50 000 et ça fait partie des dispositions légales comme tant d'autres. Hein. C'est pas la taxe la plus élevée qui pèse sur les commerces de proximité. Voilà. Donc ces piliers de la confiance fonctionnent très bien, il ne faut pas se tromper. L'approbation de modèles permet de savoir qu'on est à peu près linéaire sur l'étendue de mesure. On connaît la technologie. La vérification primitive sur la base d'un échantillon, peut se faire sur la base d'un échantillon, parce que je sais que le modèle est à peu près linéaire, et je peux fixer des limites arbitraires. Quand je dis arbitraire, ça ne veut pas dire pifométrique, c'est-à-dire que je sais que je vends de la viande et que je ne suis pas à 2% près. La viande, elle perd bien plus de 2% quand on va la faire cuire. Donc, on peut fixer des limites parce qu'on connaît l'utilisation du moyen de mesure, on connaît le contexte d'utilisation du moyen de mesure, on sait qu'il n'y a pas d'histoire de vie ou de mort sur la base du résultat de mesure. Donc, on peut fixer des points, fixer des erreurs maxi tolérées. Erreurs, je le dis bien, maxi tolérées, c'est les erreurs observées au moment de l'étalonnage. On ne prétend même pas que ce sont les erreurs de l'instrument de mesure. On dit que ce sont les erreurs de mesure qu'on a observées au moment de l'étalonnage, erreurs de mesure qui doivent être inférieures à une limite. La métrologie légale, je le redis, c'est important, peut aussi fixer des périodicités calendaires de façon arbitraire, fixée sur la période que met la Terre à faire le tour du Soleil, simplement parce qu'à l'échéance de la vérification obligatoire, si l'instrument est non conforme, ça ne pose pas de problème fonctionnel, on ne revient pas en arrière, on ne fait pas d'étude d'impact, on fait simplement un réajustage, une réparation de l'instrument de mesure et on le remet en service si on a réussi à le rentrer dans les clous. S'il n'est pas dans les clous, il est non conforme, on ne peut plus l'utiliser, on en achète un autre. Il faut bien comprendre ce modèle-là pour comprendre ce qui suit. Quand nous, industriels, on doit garantir la fonctionnalité, vous comprenez bien c'est absolument pas le même problème que la métrologie légale. S'il manque 2% de matière sur une pièce critique d'un moteur d'avion, voilà comment l'affaire peut se terminer. Nous, industriels, nous devons garantir la fonctionnalité des entités que nous livrons à nos clients. Ça n'a rien à voir de dire je dois garantir la loyauté de la quantité que j'ai pesée sur ma balance
quand j'ai vendu des steaks hachés. Les problèmes sont vraiment différents. Alors, je ne dis pas que toutes les mesures industrielles peuvent induire des problématiques de ce type-là, enfin de graves en termes de risque, mais le fait est que dans certains cas, quand on fait une mesure industrielle, eh ben, le risque peut être élevé d'avoir un problème de fonctionnalité, qui peut avoir des conséquences dramatiques, comme vous le voyez à l'écran. Évidemment, il y en a d'autres. Donc, quand on relie l'exigence initiale de la norme ISO 9000, j'ai souligné ce qui était important, à assurer que l'incertitude de mesure est connue et compatible avec l'aptitude requise en matière de mesurage. On comprend bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire, quand je fais une mesure, j'aurai une incertitude de mesure. Des mesures, j'en ai tous les jours. Donc, tous les jours, il faut que je maîtrise ce risque dans les décisions que je vais prendre. Et il faut que je m'assure que cette incertitude de mesure qui vient d'un processus de mesure global et pas uniquement d'un instrument de mesure, il faut que je m'assure qu'elle soit compatible avec les risques que je peux prendre concernant les décisions que je vais rendre sur les entités que je vais livrer à mon client. Donc la phrase est, je le redis, il n'y avait pas un mot à changer, elle est absolument parfaite, mais je pense qu'à l'époque, le normalisateur a lui-même eu du mal à se comprendre. Je vois bien la séance de travail dans laquelle les gens ont dit « Ah ouais, c'est bien ça, mais c'est quand même compliqué ». Donc, il a eu le malheur de faire quelque part un contrôle-C, contrôle-V, un malheureux copier-coller des pratiques de la métrologie légale, parce que quand on lit la suite du chapitre 4.11 de l'époque, qui décrit finalement ou qui essaye d'expliquer ce qu'on voulait dire dans la première phrase du texte qui est parfaite, et ben vous voyez qu'on utilise beaucoup le mot étalon, 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 étalonnage, étalonnage. Il faut vérifier, il faut faire ci, il faut faire là. Donc on a braqué, on a mis les feux de projecteur en fait sur l'instrument de mesure, tout comme la métrologie légale met les feux de projecteur sur l'instrument de mesure, parce qu'évidemment, on ne va pas aller qualifier tous les gens qui sont susceptibles de faire eux-mêmes la pesée sur la balance des grandes surfaces, ou tous ceux qui maintenant, désormais, se servent sur les pompes à essence. S'ils mettent un litre par terre parce qu'ils n'ont pas visé le trou, c'est pas grave. En revanche, quand un opérateur fait une mesure qui ne va pas, enfin, produit une erreur trop importante, cet opérateur industriel, c'est peut-être à cause de lui que le risque va naître et que finalement, on aura des conséquences très dommageables. Notez quand même que dans la suite de l'article, le normalisateur avait quand même écrit des choses qu'on a passé un tout petit peu sous silence. Il a bien écrit, en détaillant, j'ai surligné en jaune, les critères d'acceptation. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'EMT de la métrologie légale, c'est facile de la fixer par décret pour tout le monde, c'est même l'objectif. On sait à quoi sert la pompe à essence, à délivrer de l'essence. En revanche, on ne sait évidemment pas à quoi va servir une micropipette. Une micropipette, ça sert à plein de trucs. Donc, quand une norme des micropipettes nous fixe une erreur sur les micropipettes, notamment j'en ai en tête la valeur de 0,8% de la capacité maximale, c'est directement sorti du chapeau de Bozo. On peut imaginer que dans certains cas, 0,8% ce soit vraiment le besoin de celui qui va utiliser la pipette, mais si celui qui utilise la pipette, c'est surtout pour déposer un produit A dans un flacon B, peut-être qu'il n'est pas 0,8% près. La preuve, c'est quand on s'est intéressé, nous, à ces questions de micropipettes chez Deltamu, on avait démontré à un acteur majeur du vaccin, enfin c'est publié dans la presse, donc il y a eu des articles, donc c'était en l'occurrence Sanofi Pasteur, que dans toutes les techniques qu'on a utilisées chez lui où on mettait en œuvre des micropipettes, on a démontré qu'une micropipette pouvait avoir une erreur jusqu'à 4%, ça ne changeait pas le résultat final, quelle que soit la technique d'utilisation. On a démontré aussi que certaines techniques d'utilisation pouvaient accepter des pipettes qui avaient une erreur de 15%, ça ne posait pas de problème sur le résultat final. Donc là, il faut comprendre que quand on lit des critères d'acceptation dans une norme, la norme étant généraliste, elle ne peut pas donner des critères d'acceptation qui soient généraux parce que les moyens de mesure sont utilisés dans des conditions diverses et variées chez les industriels, avec des risques plus ou moins importants en fonction de l'entité qu'on mesure. Et on ne peut pas prédire, on ne peut pas prétendre dans une norme écrire des limites qui soient les mêmes pour tout le monde parce que les utilisations sont différentes chez tout le monde. Voilà. Donc, c'est une grosse erreur que de penser qu'il suffisait d'écrire une valeur dans une norme pour qu'on ait répondu à la problématique métrologie industrielle. La norme elle-même disait qu'il fallait détailler les critères d'acceptation. Ces critères d'acceptation, je le redis, sont propres à chaque entreprise. Vous notez encore sur ligne en jaune qu'il fallait aussi assurer les conditions d'environnement. Moi, je vois beaucoup d'industriels qui effectivement font des étalonnages de leurs instruments de mesure tous les mois ou tous les ans parce qu'on a fait un copier-coller des dispositions de la métrologie légale qui n'ont rien à voir avec nos besoins à nous. En revanche, les conditions, elles sont ce qu'elles sont.
On ne va pas se mettre à climatiser les usines juste pour faire des mesures à 20 degrés. On peut climatiser des laboratoires, mais toutes les mesures qu'on fait dans le monde industriel sont loin d'être faites dans des laboratoires climatisés. De nombreuses mesures sont faites au pied des machines. Et bien, des fois, ces conditions d'environnement qu'il faut évidemment maîtriser, ou en tout cas qu'il faut comprendre, donc il faut comprendre l'impact sur la qualité de la mesure, ce sont elles qui peuvent avoir des conséquences bien plus importantes que les instruments eux-mêmes. Si on est passé chez Sanofi de 0,8% de la norme à 4%, ce n'était pas à cause de la pipette, c'était notamment à cause des effets opérateurs. Et là, notez que l'opérateur, dans cette norme-là, n'était pas cité. C'est-à-dire qu'on n'avait pas dit il faut aussi s'assurer que les opérateurs sont qualifiés pour réaliser les mesures. Il y a des choses assez stupéfiantes qu'on peut voir dans les pratiques du quotidien industriel. Un instrument neuf, on ne peut pas le mettre en service sans l'étalonner alors qu'il a quand même été fabriqué notamment par quelqu'un qui est présumé sérieux, et c'est rare, je pense qu'on peut tous en témoigner qu'un instrument neuf soit non conforme ou raconte n'importe quoi. J'ai signé des centaines de milliers de PV dans ma vie, j'en ai vu 2 ou 3 des instruments neufs qui avaient des problèmes, donc c'est vraiment rare, mais on va quand même le vérifier, l'étalonner. En revanche, on peut embaucher un intérimaire pendant un moment sans même s'être assuré qu'il savait utiliser l'instrument de mesure avec lequel il allait faire des trucs et prendre des décisions pour le compte de l'entreprise. C'est assez stupéfiant. Dans le processus de mesure, il n'y a pas que l'instrument de mesure. La métrologie légale a pu s'attacher aux instruments de mesure. Nous, industriels, on doit s'attacher au processus de mesure. Et dans le processus de mesure, il y a évidemment les opérateurs. D'ailleurs, l'industrie automobile ne s'y est pas trompée en imposant de faire des études R&R sur les codes critiques. Les études R&R étant bien, en fait, quelque part, une forme d'étalonnage des opérateurs. Est-ce que mes opérateurs savent mettre en œuvre le processus de mesure et peuvent me permettre de garantir que la qualité de la mesure finale ne va pas être dégradée à cause d'eux? C'est donc important de le signaler. Je le redis, un instrument de mesure, ça ne fait pas de mesure. Ce qui fait une mesure, c'est un processus de mesure. Et dans le processus de mesure, il y a tous les facteurs. Il y a aussi et surtout souvent le mesurant lui-même, qui est souvent imparfait, et c'est souvent lui qui peut être la cause principale d'incertitude de mesure. Autrement dit, je peux étalonner mes instruments de mesure autant que je veux, ça reviendrait à vérifier mes plaquettes de frein sur la voiture, mais si je roule avec des pneus lisses sur une route mouillée, mes plaquettes de frein conformes à une norme ne feront pas que ma voiture freinera. Or, un industriel doit garantir que la voiture freine, doit garantir que les mesures ont la qualité requise, ont l'aptitude requise en matière de mesurage. Je vais passer maintenant très vite parce que vous m'avez vu arriver tout au long de ce webinaire. Dans la métrologie légale, on connaît la technologie, on fait de l'approbation de modèles et on peut se permettre de faire un échantillonnage sur quelques points et de dire, c'est important, sur ces points-là, parce que j'accepte de ne voir que ces points-là, je ne veux pas que l'erreur soit plus grande que ça. Et ce n'est pas l'erreur de l'instrument, je le redis, c'est l'erreur qui se produit au moment où je vérifie, où j'étalonne mon instrument de mesure. En métrologie industrielle, on ne peut pas se dire, je vais faire 3 points. Ce n'est pas parce que la norme dit je vais faire 3 points, je vais faire 5 points, je vais faire 6 points. Quand un instrument de mesure peut avoir 10 000 ou 100 000 graduations, un multimètre par exemple 500 000 points, ça a 500 000 graduations, ce n'est pas parce que j'en ai regardé 10 que je connais les 500 000 graduations. Quand je regarde que quelques graduations, je ne fais qu'un échantillonnage des graduations de mon instrument de mesure, donc de sa capacité à faire des mesures. Et sur la base de cet échantillonnage, je ne peux pas péremptoirement dire j'ai trouvé la graduation qui a la plus grande erreur. Ça n'a absolument aucun sens. Ceux qui ont suivi le webinaire sur la simulation numérique, qui était le premier, je crois, enfin, sur les objets, les outils fondamentaux de la statistique à connaître en métrologie, mais il n'y a pas besoin d'avoir suivi ce webinaire pour comprendre. Imaginez que je lance 5 dés, je les lance 3 fois ou 5 fois, quelle est la probabilité dans cet échantillonnage de 3 ou 5 observations d'avoir fait la valeur la plus grande que je peux faire en lançant 5 dés, c'est-à-dire 30. Et mettons que ça m'arrive une fois d'être tombé évidemment par hasard sur l'erreur la plus grande que peut faire l'instrument de mesure, ça ne sera qu'une seule fois et ça sera vraiment par hasard. Le reste du temps, je ne fais que quelques échantillons et la valeur la plus grande que je trouve sur cet échantillon, qui n'est d'ailleurs, comme en métrologie légale, même pas l'erreur de l'instrument, mais l'erreur de mesure qui se produit au moment de son étalonnage, comment je pourrais prétendre que c'est l'erreur la plus grande que l'instrument risque de faire? Ça n'a absolument aucun sens. Ça marche en métrologie légale, ça ne peut pas marcher en métrologie industrielle. Ça ne peut pas marcher. Et d'ailleurs, j'ai parlé de normes et de documents importants. Depuis 2008, je
vous laisse calculer, ça fait 14 ans. Le mot étalonnage a changé de définition. Aujourd'hui, un étalonnage, ce n'est plus ce qu'on faisait dans les années 80 ou 90, à savoir un tableau avec 4 points ou 5 points. C'est un tableau avec des points de mesure qui sont en fait des échantillons. Et le VIM a bien compris que c'était des échantillons et qu'à partir de ces échantillons, je vais essayer de deviner les erreurs de mon instrument de mesure, c'est-à-dire faire une modélisation qui va me permettre de vérifier si oui ou non l'instrument est linéaire. Ça, c'est la première remarque. De deux, de regarder quels sont les défauts qu'il a en dehors de cette modélisation. Et de trois, d'éventuellement définir un modèle qui va me permettre ensuite de faire des corrections au moment où j'utilise la mesure. C'est bien le télétravail, mon chien aboie, c'est génial. Ça fait 14 ans que c'est comme ça. J'attire votre attention là-dessus, vous industriels. Ça fait 14 ans que le VIM a dit qu'un étalonnage, ce n'était plus un tableau de mesure. Ça fait à peu près une dizaine d'années que le Collège français de métrologie a sorti un guide qui explique comment on fait la modélisation et qui met à disposition un logiciel gratuit qui s'appelle MCARE. Par ailleurs, le LNE met aussi un logiciel gratuit à disposition qui s'appelle RecPoly. Et depuis 14 ans ou depuis 10 ans, c'est comme si rien ne s'était passé. On est resté dans notre petit train-train à mesurer des petites erreurs échantillonnées sur quelques points et on a complètement oublié que les quelques points qu'on étalonnait n'étaient absolument pas démonstratifs ou suffisants pour garantir que sur l'ensemble des points que l'instrument de mesure sur lequel il peut être utilisé, que l'ensemble de ces points-là ont des erreurs qui sont acceptables eu égard à l'aptitude requise en matière de mesurage. J'attire votre attention sur une double responsabilité ici. La première des responsabilités, c'est évidemment les étalonneurs, parce que c'est eux les spécialistes. En tant que spécialistes, ils auraient dû le faire sans qu'on leur demande. Mais c'est aussi les industriels qui, embarqués dans des démarches à vérifier des EMT et à coller des étiquettes vertes, en ont oublié que notre instrument de mesure, il avait plein de points et qu'on ne pouvait pas se contenter d'avoir fait 4 points pour pouvoir le décrire. C'est absolument pas possible. Voilà. Donc les responsabilités sont partagées. Nous, chez Delta Mu, et notamment avec la Smart Métrologie, on plaide pour enfin sortir de ce marasme parce que ça ne va pas et parce que techniquement, on ne peut pas, en 4 points, avoir défini un instrument de mesure, c'est absolument impossible. Voilà. Donc cette question de l'étalonnage, elle est sur la table. Il faut s'en saisir. Le COFRAC aurait dû s'en saisir. Les organismes certificateurs auraient dû s'en saisir. Les industriels doivent s'en saisir et doivent imposer aux étalonneurs de faire enfin des étalonnages qui sont conformes à notre document de référence. Je le redis, le VIM, c'est le document, c'est la Bible de référence de la métrologie. Ça émane d'organismes internationaux, du Bureau international des poids et mesures. À mes yeux, c'est le seul document qui fait foi et non pas des petites normes qu'on arrange dans un coin de table à quelques-uns pour essayer de faire perdurer un système qui arrive à ses limites. Alors, il arrive à ses limites pour les étalonnages. Il arrive évidemment aussi à ses limites pour les périodicités. Je me suis expliqué à dire, et beaucoup d'entre vous m'ont sûrement déjà entendu le dire, quand on met une périodicité d'1 an, c'est affolant. 1 an, c'est le temps que met la Terre à faire le tour du Soleil. Je ne vois pas la relation directe que ça peut avoir avec l'usure d'un instrument de mesure. C'est une unité de temps, bien sûr, ça mesure un temps, mais pourquoi les instruments de mesure devraient être vérifiés au bout de ce temps-là? J'avoue ne pas comprendre. Et l'exemple qui est sous vos yeux là, que je traite classiquement, c'est un exemple qui va nous permettre de comprendre ça ensemble. Quand on est dans le domaine de la mécanique, alors, je m'excuse par avance pour ceux qui ne connaissent pas la mécanique, mais transportons-nous dans un domaine dans lequel on a des limites maxi et mini pour un instrument de mesure. Il est conforme quand il est dans les limites, il n'est pas conforme quand il n'est plus dans les limites. Donc, ça, je parle d'un calibre à limite, ici d'un tampon lisse ou d'un tampon futé, mais qu'importe, à la limite, chacun peut s'y retrouver. Et bien, si mon instrument s'use en diminuant, quand je le mesure ici et qu'il a le droit d'aller jusque-là, et bien évidemment, il va mettre un certain temps, il aura une durée de vie pour arriver à sa limite d'usure. Ça, on comprend aisément, quel que soit l'instrument de mesure, on comprend bien que cet instrument, au bout d'un moment, il finira par ne plus être conforme. Il finira par amener des erreurs dans le processus de mesure qui ne sont plus acceptables eu égard au risque associé à la décision qu'on va prendre sur la base d'un résultat de mesure. Je vous dis, industriellement, on fait des mesures pour prendre des décisions. Donc, des fois, la mesure ne sera pas d'une qualité suffisante pour que la décision soit pertinente et donc on va faire naître des risques qui peuvent avoir des conséquences très dommageables. Ben, cet instrument-là, ce calibre 1, il va durer un temps jusqu'à sa limite d'usure. Ben, un calibre 2,
un calibre 2 qui a la même désignation, qui va être mesuré là, chacun peut comprendre que T1 est forcément différent de T2. Il n'y a aucune raison pour que tous les instruments arrivent en fin de vie à la même date. Ça n'est pas possible. C'est juste inconcevable. Évidemment, la difficulté, c'est de déterminer T1 et T2. Alors, personne n'est magicien, personne ne voit le futur et personne ne va être capable de dire dans combien de temps exactement le calibre 1 va arriver à sa limite d'usure, c'est-à-dire jusqu'à quand j'ai le droit de l'utiliser. Et personne ne va pouvoir dire non plus quand est-ce que le calibre 2 va arriver à sa limite d'usure et donc jusqu'à quand j'ai le droit d'utiliser. Personne ne peut dire ça. Vos assureurs automobiles ne savent pas vous dire qui aura un accident cette année. Ils ne savent pas le faire. En revanche, ils savent combien il va y avoir d'accidents, combien ça va coûter, et donc ils savent nous dire combien il faut collectivement on paye pour assurer, pour rembourser les conséquences des accidents qui auront lieu dans l'année, inexorablement lieu dans l'année, et dont on ne peut pas prévoir à l'avance qu'ils auront lieu, sans quoi on ne paierait pas d'assurance, on paierait une assurance obsèque. Voilà. Si notre assureur nous disait « Ah, bah, cette année, je ne peux pas vous assurer », qu'il était capable de savoir qui va avoir un accident dans l'année ou pas, ça voudrait dire on arrête de s'assurer et on commence à s'inquiéter pour notre fin de vie. Alors, j'ai entendu plein de gens dire, alors, une petite précision avant, si je veux que, comme je l'entends trop souvent, que mes instruments soient conformes au moment de l'étalonnage. La vérification, si les instruments, quand vous les envoyez au hasard, sont conformes, alors évidemment, c'est rassurant d'un point de vue du métrologue et du qualiticien, mais de vous à moi, ça veut dire qu'ils étaient conformes, ça n'a rien changé, et donc que vous l'avez étalonné pour rien. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, c'est peut-être rassurant de se dire, bah, on l'a étalonné pour rien, c'est pas grave, valait mieux l'étalonner pour rien, plutôt qu'il soit non conforme et que dans ce cas-là, on ait des problèmes. Sauf que quand vous mettez la même périodicité pour tous les instruments de mesure, et que cette périodicité, bah, elle marche souvent, c'est-à-dire que souvent les instruments reviennent conformes, ça veut dire qu'elle est plus adaptée à vos instruments qui sont en fin de vie qu'à vos instruments qui sont loin de leur fin de vie. Regardez vos parcs d'instruments de mesure, pour ceux qui les suivent depuis des années, combien de fois vous avez un étalonnage qui a conduit à un instrument non conforme, qui a eu des impacts sur la production à tel point qu'on a fait rappeler des lots. Pas souvent, je peux prendre le pari. Ça veut donc dire que finalement, les périodicités qu'on applique aujourd'hui, on les applique souvent sur des instruments qu'on n'avait pas besoin. Voilà. Pour autant, ça ne garantit rien quant à ceux qui en avaient besoin. Parce que malgré tout, même s'il y en a beaucoup qui reviennent conformes, et donc qui ont été étalonnés pour rien, il y en a quand même qui reviennent non conformes. Donc cette théorie de « je prends une périodicité la même pour tous », de manière à nous couvrir des risques, ne couvre rien du tout. Elle nous fait dépenser de l'argent sur les instruments pour lesquels ce n'était pas nécessaire et elles ne nous permettent pas de voir les instruments qui sont en fin de vie et qui vont nous poser des problèmes. Je vous laisse méditer là-dessus. La métrologie légale, elle peut se permettre ça, je le redis. Si l'instrument est non conforme, ce n'est pas grave, on ne fait pas d'études d'impact. La métrologie industrielle, elle ne peut pas se permettre ça parce que tous les jours, les instruments de mesure doivent donner des résultats de mesure sur lesquels on a assez confiance pour prendre des décisions. Donc, cette histoire des périodicités calendaires, c'est une histoire qui marche dans la métrologie légale, qui ne marche pas dans la métrologie industrielle. Je vous invite à relire le passage, on diffusera évidemment le PowerPoint. La norme n'a jamais dit qu'il fallait étalonner tous les ans. Elle a dit qu'il fallait étalonner à des intervalles prescrits ou à des intervalles spécifiés. Ça n'a rien à voir avec il faut étalonner calendairement. Il n'y a pas de méthode de calcul de périodicité qui vont permettre de deviner que l'instrument de mesure est tombé par terre. Alors, interrogez-vous simplement à comment je peux détecter qu'il y a une anomalie sur mon instrument de mesure. Voilà. Donc déjà, on peut le faire sans faire des étalonnages. D'ailleurs, je suis bien sûr que dans chacune de vos entreprises, un jour ou l'autre, il y a un opérateur qui est revenu en disant il y a un problème sur mon instrument. Donc, il le savait avant de faire un étalonnage. Et puis, il y a une deuxième solution pour détecter qu'il y a peut-être un problème sur l'instrument de mesure. C'est quand on le ramasse par terre. Newton s'applique partout sur la planète. Donc, il est sûrement arrivé à beaucoup d'instruments de mesure de tomber. Ils ne sont jamais remontés tout seuls sur les bureaux. Si vous n'avez pas écrit dans votre procédure de gestion de parc que quand un instrument est retrouvé par terre, il faut le ramener à la métrologie et pas le remettre sur l'établi, on est passé à côté d'une surveillance simple, efficace, qui nous permettrait de prévenir des problèmes. Parce que si par malheur, on n'a pas formé les opérateurs au fait qu'un instrument de mesure, ça pouvait déconner, si on n'a pas formé un opérateur à détecter une anomalie éventuelle en mesurant une pièce connue, un étalon ou en mesurant 2 pièces, il y a 1000 solutions de surveillance, on en parlera au prochain webinaire. Si on n'a pas écrit ça, si on n'a pas formé les opérateurs à ça, on est passé à côté du sujet. Voilà, parce qu'un instrument de mesure, quand il tombe par terre, il peut continuer à donner des mesures. Et quand il donne des mesures, si l'opérateur dit « Ah bon, c'est bon, je ne l'ai pas cassé » et qu'il remet sur la table, c'est le meilleur moyen pour avoir des problèmes sur les décisions qu'on va prendre avec dans le futur. Voilà.
Donc, je redis, les périodicités calendaires sont imposées par rien. La norme n'a jamais voulu ça, n'a jamais imposé ça. C'est la pratique qui nous a fait dériver. Je dois avouer que quand j'ai commencé ma carrière dans les années 90, même 88, 89, quand j'arrivais dans mon laboratoire, tous les matins, on imprimait 200 étiquettes avec un nom de périodicité et on les collait sur les instruments. Voilà. Parce que les clients nous disaient, ah bah oui, mais il faut coller une étiquette. Nous, on n'avait pas de méthode pour calculer la périodicité. On n'avait pas de compétences, on n'avait pas de connaissances, on n'avait rien. Donc, on collait une étiquette comme la métrologie collait une étiquette. Malheureusement, c'était interprété comme une date de validité métrologique. Je redis, les étiquettes de la métrologie légale sont des dates de validité juridique, ça n'a absolument rien à voir. Et donc, c'est resté dans les mœurs. On a copié-collé, on ne s'est pas posé de questions. Bon, évidemment, les laboratoires d'étalonnage ont un intérêt économique à ce que le système perdure, et je ne peux pas leur en vouloir. Je les connais bien et je comprends leur intérêt. En revanche, vous, industriels, votre intérêt, c'est sûrement pas d'étalonner des instruments pour rien, ça fait dépenser de l'argent à votre entreprise pour rien, c'est de détecter les anomalies au plus proche de leur surveillance, et ce n'est pas incompatible avec les exigences de la norme. On doit sortir des périodicités arbitraires calendaires pour aller vers des périodicités conditionnelles. Les périodicités conditionnelles, c'est se donner les moyens de détecter une éventuelle anomalie et étalonner l'instrument, l'envoyer vers un spécialiste en cas de doute. Et si on ne sait pas douter sur un instrument de mesure, alors on ne sait pas garantir les risques. Il faut mettre en œuvre des stratégies qui permettent de douter. C'est ces stratégies-là qui vont permettre de faire de la métrologie évoluée, de la smart métrologie. Je sais que vous êtes là pour comprendre ce qu'est la smart métrologie. Voilà un des aspects de la smart métrologie. Sortir du monde des périodicités calendaires qui est un copier-coller de la métrologie légale dans lequel il marche très bien, il répond très bien aux objectifs, pour aller vers un monde des périodicités conditionnelles dans lequel je développe des compétences pour détecter des anomalies au plus proche de leur survenance, et quand j'ai un doute, j'étalonne. Voilà. J'étalonne pas pour me faire plaisir, j'étalonne pas pour faire plaisir à l'auditeur, j'étalonne parce que j'ai un doute. Voilà. Et si je suis capable de douter, alors je garantis la pertinence et la qualité de mes mesures. Si je ne suis pas capable de douter, alors je fais du collage de gommettes. Je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité. Je constate un truc pour finir, et malgré tout, c'est que tout ça, ça marche quand même. Et ça joue un peu contre nous. Parce qu'on peut bien admettre aujourd'hui que malgré l'ISO 9001, qui ne touche que quelques-unes des entreprises industrielles à l'échelle planétaire, en France, ça doit toucher 15 000 entreprises sur 150 000 entreprises industrielles. Donc imaginez, 10% des entreprises se tracassent de ça. Aucune entreprise, à ma connaissance, qui n'est pas certifiée quelque chose, fait des étalonnages, ça ne les empêche pas de livrer leurs clients. Donc il y a bien quelque chose. Et celles qui font des étalonnages périodiques, calendaires avec des EMT donnés par la norme et qui ont du mal à maîtriser leurs opérateurs, ont du mal à calculer des incertitudes de mesure et plus encore ont du mal à utiliser l'incertitude de mesure, il faut admettre aussi qu'elles livrent leurs clients et que ça marche. Et donc du coup, on a l'impression de faire tout ça pour quelque chose. Mais moi, je crois qu'on fait tout ça et que ça marche, non pas parce que étalonner un instrument de mesure, ça change la face du monde sur la qualité de la mesure, simplement parce que on a pris des dispositions qui sont bien antérieures à l'ISO 9001 et ces dispositions nous permettent de contourner la problématique de la qualité des mesures. Ces dispositions, on les voit traduites dans une norme qui s'appelle l'ISO 14253-1. Cette norme, elle dit quelque chose d'enfantin. Elle dit, quand vous avez une spec, pour pas être embêté avec les incertitudes de mesure, il n'y a qu'à les soustraire aux bornes de la spec pour définir ce que la norme appelle une zone de conformité. La zone de conformité, c'est la zone dans laquelle, puisque j'ai soustrait à la tolérance fonctionnelle les incertitudes de mesure, quand je mesure dans cette zone, c'est une version très simpliste des choses, on verra ça dans le troisième webinaire, quand je mesure dans cette zone, alors je peux dire que c'est conforme à la spec. Oui, d'accord, très bien. Mais ça, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Et accordez-moi que c'est un peu binaire. Et bien, regardez bien cette zone de conformité, elle ressemble trait pour trait à nos tolérances d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on mesure dans une tolérance, on dit que c'est bon. Quand on mesure à côté de la tolérance, on se pose des questions. Donc la norme, elle a décrit cette zone, elle appelle ça la zone de doute. Et accordons-nous que quand on se pose des questions, très souvent on dit quand même que c'est bon. Et il n'y a que quand on est loin de la spécification qu'on dit qu'on n'est pas bon. Et donc ce petit schéma, aujourd'hui, vous explique pourquoi ça marche. Et je le redis, ça n'a pas attendu l'ISO 9000 pour être comme ça. Mais la réponse est simple, ça marche parce que ça surmarche. Parce qu'on surexige. Et comme les spécifications qu'on a aujourd'hui ne sont pas le reflet du besoin fonctionnel, qu'on a protégé cette spécification dans une tolérance qui est souvent beaucoup plus petite que le besoin fonctionnel,
Alors, quand on s'évertue à vérifier dans cette tolérance, on peut oublier les incertitudes de mesure, on peut continuer à coller des gommettes, on peut continuer à faire des étalonnages tous les ans sans détecter les anomalies en cours de survenance. Ça pose rarement de problème parce qu'on a pris une sécurité. Aujourd'hui, cette sécurité n'est plus tenable. Plus tenable pour deux raisons. La première, c'est que quand on surexige, eh ben, on surcoûte. Et donc, on n'est pas compétitif. Donc, si aujourd'hui, on perd des industries, si on n'est plus capable de se positionner sur le marché et être compétitif sur nos prix, c'est peut-être aussi parce qu'on en demande trop. Et tous les industriels connaissent le coût du parapluie, du parachute, appelez ça comme vous voulez. Tout le monde sait très bien qu'il y a des surexigences. La métrologie doit nous permettre de sortir de ce monde des surexigences pour aller vers le juste nécessaire. Pour des raisons économiques, la compétitivité, mais aussi pour des raisons écologiques. Quand on surexige, quand ça surmarche, on surconsomme. On surconsomme de l'énergie pour atteindre une cible dont on n'a pas besoin, on surconsomme de la matière première pour atteindre une cible dont on n'a pas besoin, et quand on surconsomme, eh ben, on pénalise les générations futures, on surpollue, et la métrologie, en tout cas la smart métrologie, a comme éthique de tendre vers l'efficience, c'est-à-dire le juste nécessaire. Je conclurai ce premier webinaire sur des paroles de Saint-Exupéry qui sont citées dans le livre qui a été publié donc par l'AFNOR en 2015. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Le rôle de la métrologie, c'est de laisser une terre soutenable à nos enfants. Il faut sortir du monde des surexigences, des périodicités calendaires et des EMT. Il faut aller vers le monde de la maîtrise des mesures, de la maîtrise des risques, de la maîtrise de la détection des anomalies. On verra ça dans les 3 prochains webinaires. Le prochain, mais Marie va nous le redire sur la gestion, le deuxième sur les risques et le troisième sur la métrologie au cœur du big data. Marie, je te rends la parole. Merci. Je vais effectivement afficher la suite des webinaires. Alors, on a quand même quelques petites questions. Vas-y. On fera un article très probablement si on ne peut pas répondre. Voilà. En général, c'est ce qu'on fait. Un article sur notre blog dans lequel on reprend les questions auxquelles on n'a pas répondu et on répond à l'écrit. Donc, on publiera en même temps que… Enfin, en même temps, non. Donnez-nous une petite quinzaine de jours, mais on le publiera sur notre blog, tout comme on publiera le replay de cette première séquence. Alors, on a une petite question pour savoir si une carte de contrôle d'instrument de mesure est suffisante pour la vérification et la détermination de la périodicité d'étalonnage. Alors, ça ne change rien sur la périodicité d'étalonnage, on en parlera au prochain webinaire, mais une carte de contrôle peut être suffisante, mais attention, tous les bémols s'imposent. Si j'ai un instrument multifonction et que je fais une carte de contrôle sur une fonction qui n'est pas non plus celle qui est la plus usitée, ça n'a pas de sens. En revanche, si je fais une carte de contrôle intelligente sur les fonctions dans lesquelles on a des risques, ça a évidemment toute sa pertinence. Et cette carte de contrôle, ça dépend aussi comment on l'établit. Est-ce que je le fais avec une pièce de production? Est-ce que je le fais avec un étalon? Enfin voilà, il y a 1000 questions autour des cartes de contrôle. Évidemment, on abordera ce projet dans cette question de la mise en place de surveillance pertinente, de surveillance efficace pour détecter des dérives, des anomalies qui nous permettent d'être alertés sur mon instrument est peut-être en train de dériver, il faut que je fasse quelque chose et là, je l'envoie au spécialiste. C'est une des techniques, il y en a d'autres. Très bien, bon, je crois qu'on publiera l'article pour les autres questions. Voilà, donc pour les prochains rendez-vous sur ce cycle de webinaires pour répondre à la question la smart métrologie, c'est quoi? Bon, déjà, j'espère que ce premier webinaire vous aura intéressé, vous aura donné envie de suivre les autres. Donc, pour tous les participants, vous allez recevoir par mail le replay de ce webinaire, ainsi que votre certificat de participation. Le replay sera aussi disponible, comme tous les replays de nos autres webinaires, sur notre chaîne YouTube. Et donc, les prochains rendez-vous, là, les trois autres du cycle, donc le 8 mars, le 5 avril et le 10 mai. À chaque fois, ce sont des mardis, donc pour avoir un petit peu la suite à cette introduction sur ce qu'est la smart métrologie. Donc le deuxième sera plutôt consacré au sujet des périodicités, le troisième aux incertitudes et le quatrième ouvrira vraiment des portes vraiment pour l'analyse des données, et la compréhension, l'analyse des mesures.
Alors juste un mot pour préciser, hein, on va parler de périodicité au prochain, mais on va aussi parler de comment faire autrement. Ça a été abordé là avec la surveillance, donc évidemment, c'est un sujet qu'on abordera parce que pour moi, c'est le sujet essentiel. On a, je redis, copié un modèle qui n'était pas fait pour nous. Donc, nous, on doit détecter les anomalies quand elles arrivent. Donc, il faut qu'on déploie des stratégies autour de cette question-là plutôt que d'étalonner à l'aveugle. Le deuxième, j'attire votre attention sur le titre. On a pris un titre un peu inversé à l'habitude. L'habitude, c'est comprendre les mesures pour parler d'incertitude de mesure. Et moi, je vais essayer le 5 avril de vous expliquer que c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Et dans l'autre, c'est comprendre les incertitudes de mesure pour comprendre les mesures. Donc, je suis assez pressé d'être le 5 avril pour vous parler de tout ça. Alors, j'ai d'autres dates aussi à vous communiquer. Donc, il y aura un autre webinar sur une autre thématique qui sera animé, celui-ci, par Reynald Giraud le 24 mars, plutôt autour des solutions qui existent pour vous aider à maîtriser la dérive des instruments et anticiper l'usure. Donc, avec de la mise en application dans le logiciel Optimu pour faciliter en fait l'exploitation et l'analyse de l'historique des résultats d'étalonnage, mais pas que. Et tout ça en relation avec d'autres outils comme la maintenance ou les ERP. Je vous parlais tout à l'heure dans le cadre de nos formations qu'on fait quelques sessions ici dans nos locaux à Clermont. Donc voilà, les prochaines sessions seront en mars. Donc une session de 3 jours sur l'amélioration du service de métrologie. Quelles stratégies, quels outils pour optimiser, garantir le respect des référentiels normatifs. Et une de nos formations les plus suivies sur les méthodes d'optimisation des périodicités d'étalonnage, donc opérette, méthode de la dérive et RPER. Ça, c'est le 22 et 23 mars à Cournon d'Auvergne. Donc, n'hésitez pas à nous contacter ou aller voir le programme sur notre site web. On sera ravis de vous accueillir dans notre belle région. Et toujours, bien sûr, sur notre chaîne YouTube, comme je vous le disais, tous les replays. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.